Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et lyonmac.com avec Alexis André. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Patrice Verchères, député UMP du Rhône. Patrice Verchères, bonjour. Bonjour. À mi-mandat, nous faisons le tour de nos députés afin d'analyser leurs actions. Alors, votre bilan chiffré, c'est énormément de questions posées, une petite dizaine de séances manquées à l'Assemblée et 3 propositions de loi. Est-ce que pour vous, c'est un bilan satisfaisant ? Écoutez, si je fais le bilan de ce mandat par rapport au précédent, on voit que l'expérience est là et que ce bilan me paraît plutôt satisfaisant si je me compare notamment avec d'autres collègues. Alors, on dit souvent que le nombre de questions posées ne reflète pas le travail du député, mais plutôt celui de ses collaborateurs. Est-ce que c'est un adage qui s'applique à votre cas ? Alors, sur les questions écrites, il est certain que les collaborateurs aident beaucoup à leur rédaction. Néanmoins, si vous regardez mes questions écrites, elles portent essentiellement sur des rencontres que je peux avoir avec mes administrés, notamment lors de mes permanences. Et c'est vrai que parfois, il y a des questions assez techniques au niveau fiscal, au niveau urbanisme. Et c'est souvent des questions très pratiques qui sont posées au gouvernement, aux différents ministères, pas du tout politiques. Et c'est le fruit de mes rencontres sur le terrain. Et je remarque qu'un certain nombre de mes questions, les réponses ministérielles qui sont données sont reprises par des revues spécialisées. Alors c'est votre deuxième mandat, mais c'est le premier dans l'opposition. J'imagine que forcément ça change totalement le job. Est-ce que ça influe sur votre engouement pour le travail et sur votre assiduité ? Alors on va dire que c'est un travail complètement différent. C'est vrai que lors du précédent mandat, quand on est dans la majorité, c'était mon premier mandat, mais au bout d'un certain temps, on voit qu'on participe à l'élaboration de la loi. Les ministres nous invitent préalablement à la discussion d'une loi à l'Assemblée nationale. Là, pour le coup, on n'est plus du tout invité. Donc, la loi, on en a connaissance qu'au dernier moment, ou en tout cas quelques semaines avant qu'elle arrive dans l'hémicycle. Donc, c'est tout un travail complètement différent. On pourrait dire également que la critique est beaucoup plus facile que de défendre une majorité. Mais je crois que lors de l'ensemble de mes interventions, j'ai toujours essayé d'alimenter la loi par des propositions qui étaient, pour ma part, pas du tout politiques. Votre bilan, quand et comment vous le présentez à vos électeurs, à ceux de votre circonscription ? Et puis, est-ce que ça les intéresse ? Alors, j'ai bien entendu un site internet. Je suis également sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Donc, régulièrement, je fais part de mon activité. Et là, pour le bilan mi-mandat, j'ai fait un bilan mi-mandat de 8 pages qui a été distribué à près de 18 000 exemplaires sur ma circonscription. Et donc, ça les intéresse ? Vous avez des retours ? Alors, j'ai des retours positifs, d'autres un peu moins positifs, puisqu'il y a des gens qui ne partagent pas mes idées politiques ou mes idées tout court. Mais néanmoins, ça permet l'échange et c'est aussi cela la démocratie. Alors, parmi les propositions de loi que vous avez présentées et rédigées, on retrouvait la possibilité d'inscrire le groupe sanguin sur sa carte d'identité ou encore de faciliter la procédure d'indemnisation des conseillers municipaux délégués. Comment vous choisissez ces sujets qui n'ont pas forcément de lien entre eux ? Ce sont des combats personnels ou est-ce que ça peut aussi vous tomber dessus par hasard ? C'est plutôt le hasard la plupart du temps. Là aussi, le fruit de rencontres. Avec des élus pour la proposition de loi sur les conseillers municipaux, sur le groupe sanguin sur la carte d'identité, parce que lors d'une manifestation pour la banque du sang, on m'a expliqué que parfois il y avait des problèmes parce qu'on n'avait pas sa carte sur soi, alors qu'une carte d'identité, on l'a normalement, c'est une obligation d'avoir une pièce d'identité. Donc je m'étais dit de mettre également cela sur une pièce d'identité pourrait peut-être faciliter, notamment dans le cadre d'une urgence pour les personnes qui auraient une maladie quelconque. Alors on vous a vu très présent sur les problématiques entourant la lutte contre le djihadisme et le terrorisme avec vos collègues du Rhône, Philippe Meunier, Christophe Guillotot. On sent que c'est une thématique qui vous intéresse, qui vous implique. Comment vous accueillez les récentes annonces qui ont été faites par le gouvernement à ce sujet ? Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Suffisantes, elles sont déjà meilleures que ce que les annonces précédentes faites par le gouvernement, notamment dans le cadre de la loi antiterroriste qui a été votée au Parlement, puisqu'on va un peu plus loin. D'ailleurs, quand j'ai voté cette loi qui amenait quand même des choses positives, mais qui n'allait pas très loin, je me souviens avoir dit au ministre, vous savez, on se retrouvera malheureusement et probablement dans les mois à venir suite à des attentats on savait qu'ils allaient arriver. La question n'était pas de savoir s'ils allaient arriver, c'était surtout de savoir quand et où. Donc là, c'est le cas. Et aujourd'hui, les mêmes qui étaient plutôt réticents, alors peu le ministre de l'Intérieur, même le Premier ministre, qui pour le coup aurait voulu aller un peu plus loin. Là, il ne faut pas dire le contraire, mais par contre, leur majorité était très loin d'accepter ce qui est aujourd'hui proposé. Dans le cadre de ce sentiment et de cette volonté d'unité nationale, je note que le Premier ministre essaye de prendre en compte un certain nombre de dispositions présentées par l'UMP.
On parlait notamment de la dégradation nationale, qui est une proposition de loi qui a été déposée par Philippe Meunier, dont j'ai été l'orateur du groupe UMP à l'Assemblée nationale au mois de décembre, qui a été refusée avec la déchéance de nationalité française pour les binationaux uniquement, puisqu'on ne peut pas faire des apatrides. Et je remarque lors des débats qu'un député radical de gauche nous avait fait part qu'on était peut-être excessif dans cette proposition de loi. Aujourd'hui, malheureusement, et je dis bien malheureusement, les faits nous donnent peut-être raison. Alors vous faites partie de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Elle a été qualifiée de light par Georges Fenech, votre collègue parlementaire du Rhône, qui lui milite pour la création d'une autre commission qui rechercherait les éventuels dysfonctionnements et carences des pouvoirs publics. Elle est vraiment light, votre commission d'enquête ? Et disons que cette commission d'enquête qui était à l'initiative du groupe UMP et d'Éric Ciotti a été voulue dans le cadre du droit de tirage de l'UMP au mois de décembre, bien avant les événements. Donc elle était uniquement sur les filières djihadistes. Aujourd'hui, c'est vrai que le Parlement, en tout cas la majorité, n'a pas souhaité créer une nouvelle commission d'enquête parallèle à celle-ci, plus liée à l'affaire du 7 et 8 janvier dernier. Je pense que c'est une erreur de la part du gouvernement, en effet, puisque une commission d'enquête ouvre beaucoup plus le champ à des investigations, en tout cas de convocation, et vous savez, les gens prêtent serment quand ils viennent témoigner, et je pense que c'est bien dommage que le gouvernement ait refusé une nouvelle commission d'enquête uniquement sur ce cas précis, comme d'ailleurs on l'avait fait sur le cas Mera. À l'époque, il y avait eu une commission d'enquête sur l'affaire Mera et ses dysfonctionnements. Toujours est-il, on parle quand même de ce sujet-là. Même si au départ c'était uniquement sur les filières, automatiquement il y a des questions liées aux événements récents. Alors vous représentez la 8e circonscription du Rhône, on peut pas nier qu'elle est davantage rurale, voire périurbaine, que très urbaine, mais vous êtes clair là-dessus, vous ne voulez pas être traité comme un bouseux, ça faisait partie d'un appel lancé par une cinquantaine de parlementaires, dont vous. C'est une vraie discrimination que vous ressentiez jusqu'à présent, un manque de respect ? Je pense une discrimination au niveau de l'engagement de l'État vis-à-vis des populations rurales. Je comprends qu'il y a des déficits importants, une dette importante, qu'il faut faire des économies, mais autant on a mis beaucoup d'argent, malheureusement parfois sans succès, dans les banlieues. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas continuer à en mettre, mais si on mettait un certain pourcentage, même minime, de l'argent qui a été mis depuis 30 ans dans nos banlieues au service des populations rurales, ou en tout cas des secteurs ruraux, je pense qu'on pourrait avoir un aménagement territorial beaucoup plus harmonieux de ce qu'il n'est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un sentiment de la part des ruraux d'abandon des services de l'État. Et heureusement qu'il y a encore des collectivités telles que les départements ou les régions qui font la politique d'aménagement du territoire. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là. Quand Nicolas Sarkozy a rappelé les problématiques de l'intervention du Premier ministre sur l'apartheid, qui est bien sûr faux pour notre pays quand on prend le sens littéral d'apartheid, mais il a rappelé à juste titre que les ruraux se sentaient aussi parfois méprisés ou en tout cas mis de côté. Et il ne faut pas s'étonner qu'en milieu rural, des fois les journalistes sont étonnés du score du Front National parce qu'ils se sentent justement souvent éloignés de beaucoup de choses et ils ont tendance à se retirer sur un vote extrême. Et je pense pourtant que ce n'est pas leur volonté et ils n'ont pas de problématiques liées à l'immigration pourtant très souvent. Mais il y a ce sentiment d'abandon. Et vous avez eu un retour sur cet appel qui a été plutôt médiatisé dans les bancs de l'Assemblée nationale ou de la part du gouvernement ? Alors, de la part du gouvernement, pas pour le moment. Néanmoins, on pense avoir quand même quelques réponses puisqu'il y a eu des colloques de fait sur la ruralité là, qui va aboutir prochainement. Alors, je ne sais pas si ça va aboutir à une loi, mais je pense que sincèrement, aujourd'hui, il nous manque dans notre pays de vraies lois cadres liées à l'aménagement du territoire. On n'a plus un aménagement de territoire. On fait du coup par coup et ça, c'est bien dommage parce que d'avoir des perspectives sur l'aménagement du territoire, c'est assurer à l'ensemble des Français les mêmes chances, la même égalité que ceux qui habitent en ville. On sait bien que les gens sont de plus en plus citadins, mais il ne faut pas oublier la ruralité qui demain sera un atout également pour l'urbain. Si on prend la création de la métropole avec le département du Rhône, on sait très bien que le développement de la métropole se fera avant tout sur les départements limitrophes un peu moins urbains, parce qu'il y a du terrain, parce que les gens ont envie de sortir aussi de cet ensemble urbain. Voilà, donc il ne faut pas qu'on se sente abandonné et pour cela, il faut investir dans le rural. Et ça ne demande pas des milliards et des milliards, mais ça demande simplement une aide qui soit raisonnable, puisque souvent les ruraux ont le bon sens encore paysan et ne demandent pas tout et n'importe quoi. Et puis dernière question, Patrice Verchères, il vous reste 2 ans avant la fin de votre mandat, comment vous les envisagez ? Alors je les envisage bien entendu à poursuivre ce travail d'opposition constructif.
Alors je m'engage beaucoup dans tout ce que vous l'avez rappelé, et j'en ai dit quelques mots sur tout ce qui concerne les services de renseignement, mais je vais surtout m'engager, et là ça rejoint également votre deuxième question sur l'aménagement du territoire, à tout ce qui touche aux réformes des collectivités locales qui va arriver notamment prochainement. Et puis, bien entendu, combattre tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être proposé de négatif, en tout cas par le gouvernement en place, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aujourd'hui, au regard des événements, un côté assez unanime pour dire que le président de la République et le Premier ministre ont plutôt bien géré, il faut le reconnaître, les événements, mais il ne faut pas oublier, et il faut être lucide là-dessus, qu'il y a aussi tout un pan de l'économie qui souffre, un chômage qui va malheureusement continuer d'augmenter, notamment avec une crise du bâtiment et des travaux publics qui va être très prégnante en 2015 et en 2016, avec la baisse des dotations drastiques, des dotations aux collectivités locales. Et la politique va reprendre ses droits dans les semaines à venir. Merci Patrice Verchères. Merci. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmac.com. Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec Lyon Mag.